Après 2 mois de fermeture annuelle, le musée d'histoire de la vie quotidienne a réouvert ses portes le 17 février dernier. Une fermeture qui a permis de préparer au mieux une nouvelle saison culturelle, comme nous l'explique Virginie Parayoux, la directrice du MHVQ. Vous avez vu que le musée est fermé depuis le 1er janvier 2015 et vous vous demandez très certainement ce qui se passe dans un musée fermé pendant 1 mois et demi. Donc c'est pas compliqué, on fait plein de choses. On s'occupe de réarranger et nettoyer le musée en lui-même. On s'occupe de réparer les objets qui auraient bougé durant l'année d'exposition. Mais on s'occupe aussi de préparer les expositions temporaires de l'année. Et aussi les nouvelles activités qu'on vous proposera tout au long de 2015. En termes de préparation d'exposition, nous avons dès l'ouverture, donc dès cet après-midi, 17 février à 14 h, nous avons l'exposition de tableaux d'Helmut Bellmann, peintre allemand qui fait partie du comité de jumelage communauté de Petit Caux Stadland, et de Francis Guéot, qui est le peintre que tout le monde connaît ici. Donc cette exposition aura lieu jusque fin mai. Début juin, nous sommes en train de préparer l'exposition qui aura lieu en début juin et qui se déroulera jusque le 31 décembre de cette année. En termes de conservation, on a reçu pas mal de dons depuis l'ouverture du musée. Et donc cette période de fermeture nous permet de travailler sur les objets qu'on a reçus, traitement, nettoyage, inventaire, voilà, et préparation de l'objet pour qu'il puisse rester dans les zones de conservation des réserves le plus longtemps possible. Et oui, nouvelle saison avec de nouvelles visites guidées, des visites guidées réadaptées, avec de nouveaux ateliers. Et pour vous expliquer plus en détail ces nouvelles visites guidées et ces ateliers, je laisse la parole à Aurélien. Alors la nouvelle visite guidée pour la saison 2015 s'appelle Histoire d'objets. La démarche de cette visite guidée, en fait, le musée d'histoire de la vie quotidienne actuellement, à travers ses collections, propose 1800 objets au public. La collection du musée est beaucoup plus large parce que, y compris le mobilier qui se trouve dans les réserves, on est à 7000 objets. Donc faire une visite exhaustive, bien entendu, est impossible. Et surtout, le but, à travers la visite guidée, est de dresser un panorama de la société du Talou, plus largement du territoire séno-marin et aussi des éléments qui s'appliquent à l'ensemble de la population française, sur une chronologie d'environ 150 ans, globalement, de la seconde révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Donc ces 16 objets, pourquoi ça s'appelle histoire d'objets? À chaque fois, on va évoquer l'histoire d'un objet. Derrière ça, on va parler d'histoire d'un individu. Et le but, c'est de présenter un panorama, bien sûr non exhaustif, mais de la société du Talou, sur cette période de 150 ans, avec des évolutions, des adaptations, etc. Donc on va parler par exemple de l'évolution de l'activité agricole, donc du fermier qui est une activité au départ vivrière, essentiellement manuelle, qui va connaître la mécanisation, la motorisation. On va voir l'impact du tracteur dans nos régions. Tout le monde connaît les tracteurs, mais l'histoire des tracteurs Vendeuvre, par exemple, qui étaient fabriqués à Dieppe, assez peu de personnes le connaissent. Donc parmi les objets qui ont été sélectionnés, on va évoquer le tracteur Vendeuvre. La marque Vendeuvre était quand même une marque de tracteurs très très importante. C'est la deuxième en France derrière Renault. 30 000 tracteurs ont été fabriqués à Dieppe et ont été distribués dans l'Europe jusqu'en Afrique. On va parler aussi d'objets du quotidien comme des appareils photo par exemple. Donc on va parler par exemple du Brownie Flash qui est apparu en 1950, voir l'impact que ça a et puis aussi évoquer la société des loisirs. On va évoquer des métiers tels que la blanchisseuse, qui fait partie des métiers du quotidien, donc parler aussi de l'invention de la machine à laver qui va permettre d'avoir une forme d'autonomie par rapport à ces gestes, et donc voir l'évolution du métier de la blanchisseuse. Donc ici, on est sur les premières machines qui ne sont pas des machines à laver qu'on va voir apparaître dans les foyers, en fait ce sont les blanchisseuses qui sont utilisées, et on a un procédé de mécanisation qui commence à apparaître donc, sur cette activité manuelle. Globalement, le fonctionnement est simple. Ici, on a le système de foyer qui va fonctionner à charbon, qui va permettre d'alimenter en température le cuvier qui se trouve ici. Ici, donc, on va pouvoir disposer l'eau et le linge à laver. Et ici, donc, nous avons les pales qui vont être actionnées, bien entendu, à huile de goutte parce que l'électricité et le moteur à explosion commencent timidement à apparaître. On est ici vraiment à la toute fin du 19e siècle. Passé ce mode de lavage, ici, vous avez ce qu'on appelle une tordeuse vélo qui est en fait un modèle déposé qui va permettre par la suite de venir essorer le linge.
Outre la visite guidée qui aura lieu tous les dimanches sur réservation, le service médiation s'est également chargé de mettre en place des ateliers pédagogiques à destination des scolaires sur le thème de l'imprimerie, les ateliers typo, précision et démonstration avec Aurélien Blot. Donc nous sommes devant la linotype, donc une machine qui a été inventée en 1886 aux États-Unis, qui aux environs de 1900 va commencer à apparaître en France. L'intérêt de cette machine concernant la composition typographique, c'est que pour la première fois, on va avoir un procédé de mécanisation pour créer une forme imprimante. C'est-à-dire que ce que nous verrons tout à l'heure au sein des réserves, c'est qu'un compositeur typographique travaille avec des lettres qu'il va assembler pour créer une forme imprimante. Et cette machine va créer ça de manière mécanique et surtout en totale autonomie. C'est-à-dire que le geste du compositeur va être celui-ci. Le linotypiste, en fait, à l'aide de son clavier, va actionner des touches qui vont faire tomber ces formes imprimantes qui sont ici. Et donc ces formes imprimantes vont permettre, donc, sur ce système de composition qui est mécanisé et automatisé, de pouvoir couler par la suite une forme imprimante sous forme de ligne, d'où le nom linotype. Donc on va pouvoir imprimer successivement une série de lignes et avoir un gain de temps sur la composition typographique. Donc nous sommes avec Enzo qui va faire un essai de composition typographique. Donc à l'aide de la casse, il vient de composer ce qu'on appelle une forme imprimante. Donc sur le composteur, il a pu faire ce qu'on appelle justifier le texte, c'est-à-dire insérer son prénom dans une forme imprimante et la centrer. Donc en composant lui-même à l'aide de la casse exactement la même que celle des compositeurs typographiques. Donc ici c'est du matériel qui est destiné à la médiation. Et ensuite, nous sommes passés à l'étape de l'ancrage. Et maintenant que l'ancrage a été effectué, donc Enzo va pouvoir passer à la presse et tel Gutenberg, il va nous faire un imprimé. Bref, avec de nouveaux objets, une nouvelle collection, une nouvelle visite et de nouveaux ateliers, n'hésitez pas à venir ou revenir au MHVQ.